Quelle est la réalité des métiers du test dans le secteur numérique ? Dans Calisti, je vous propose de vulgariser toutes les questions liées à ces métiers, aussi bien pour les personnes qui démarrent dans le secteur, mais également pour des personnes plus expérimentées, et tout ça avec des invités incroyables qui partagent leur savoir et leurs expériences, parce qu'on gagne forcément à apprendre les uns des autres. Je m'appelle Nankeda, actuellement test lead dans une entreprise du service numérique, et je vous souhaite une excellente écoute. Et en fait, si tu sais pas te vendre, c'est quelque chose qui peut vraiment être problématique dans ta vie de tous les jours. Mais bien sûr que non, tu vas pas trouver un taf en envoyant un CV sur LinkedIn, parce que qu'est-ce qui va te différencier sur un papier de toi par rapport à une autre personne ? Tu vois, toutes les écoles elles te promettent 35 000, 40 000 euros quand tu sors d'école, c'est faux déjà, vous n'allez pas toucher ça en sortie d'école, c'est pas vrai. Tu peux vraiment avoir des très gros salaires, et moi j'en connais qui sont multimillionnaires grâce en étant salarié et en étant commercial, tu vois. Ok, salut Shannon, comment vas-tu ? Bah salut, je vais très bien, et toi ? Écoute, très très bien, c'est vendredi, donc bientôt le week-end. Alors Shannon, tu es sales ou pour les francophones commercial. Est-ce qu'on peut dire le nom de ton entreprise ou pas ? Ouais, bien sûr, j'ai le petit logo là. C'est ça. Donc chez HubSpot, je pense que pas mal de personnes qui bossent dans la tech connaissent HubSpot, qui est du coup un CRM. Bon, on va rentrer dans le détail de toute façon au fur et à mesure de l'épisode. Mais donc du coup, je suis tombée sur ton profil sur TikTok et ta manière de partager ton métier était hyper intéressante, très vive. Et j'ai pensé que ce serait une très bonne idée de t'avoir dans le podcast. Donc bienvenue dans Calisti. Merci beaucoup. Avec plaisir. Normalement, on parle de qualité, mais ce que j'aime bien, c'est faire des ponts avec d'autres métiers de la tech, raison pour laquelle, évidemment, je t'ai proposé de participer au podcast. Alors, sur ton compte TikTok, tu donnes des tips pour les personnes qui voudraient éventuellement devenir sales dans la tech, mais aussi des tips de tech, justement, de sales, à utiliser dans la vie de tous les jours. Donc, on va revenir là-dessus un petit peu plus tard, mais pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et puis de ce qui t'a amené à devenir commercial dans le secteur tech ? Ouais, bien sûr. Alors, moi, j'ai fait vraiment le parcours de la commerciale typique, c'est-à-dire que j'ai fait toutes mes études dans le sales avec un bac pro-vente, un BTS négociation relation client, un master. Ensuite, je me suis redirigée un peu vers le marketing, parce que je trouve ça toujours intéressant d'avoir cette vision un peu plus market, parce que pour vendre le produit, il faut savoir le marketer aussi. Je pense que ça va un peu dans les deux sens. Et même à travers de mes petits jobs, en fait, comme j'ai payé mes études toute seule, j'ai dû faire vachement de jobs différents pour justement pouvoir espérer aller en école de commerce, parce que ça coûte quand même très cher. Et en fait, les métiers qui recrutent les jeunes aujourd'hui, c'est souvent des métiers où tu es en face du client, la plupart du temps. Donc, dans la vente. Donc, moi, après, j'ai travaillé avec des enfants. D'ailleurs, ce sont les meilleurs négociateurs. Très grande compétence de sales qui est ultra nécessaire. J'ai travaillé aussi sur les marchés pendant plus de 5 ans où je vendais des fruits et légumes. Et je devais aussi aller à Rungis, tu vois. Donc, en fait, tu vas quand même voir un peu des négociations sur des produits de première nécessité. Donc, c'est quand même ultra important. Et après, tu fais ta démalle et tu as toutes ces techniques, tu vois, de vente additionnelle que tu vas utiliser dans tes petits jobs qui ont ensuite conforté ma position de sales aujourd'hui. Et après, j'ai fait du porte-à-porte dans le bâtiment, donc pour vendre du référencement. Donc, j'ai un peu fait, tu vois, tous les jobs qu'un sales peut faire, qui a fait que j'en suis arrivée à faire de la tech aujourd'hui. Et en fait, tu retrouves toujours un peu la même chose. Et pour moi, c'est important de le partager parce que je pense que vendre, c'est très bien, mais en fait, tu as différentes manières de vendre en fonction du produit que tu proposes, etc. Et surtout, il y a à vendre et il y a se vendre. Et en fait, si tu sais pas te vendre, c'est quelque chose qui peut vraiment être problématique dans ta vie de tous les jours. Parce que demain, tu montes une boîte, tu veux des fonds, il faut que tu pitches. Donc, il faut quand même que tu donnes envie aux autres. Si tu veux acheter quelque chose, une maison, etc., tu vas te retrouver à négocier avec ton agent immobilier ou avec le proprio. Donc, tu vois, c'est des compétences que tu as besoin d'avoir dans la vie de tous les jours et qui sont pour moi ultra indispensables. Et je m'en rends compte parce que mes potes l'utilisent un peu comme un cheat code à chaque fois qu'on fait un truc. C'est... Attends, Shannon, là, est-ce que tu peux nous négocier ça ? Tiens, c'est toi la sales, est-ce que tu veux pas aller, je sais pas, pareil, nous négocier des trucs ou nous obtenir des trucs ou va créer du lien parce qu'ils savent que c'est quelque chose qu'on sait facilement faire du fait que on est tout le temps face aux clients, face à des personnalités différentes.
Et donc, tu vois, en soirée, on n'a aucun mal à aller parler à des gens qu'on connaît pas, à poser des questions, tu vois, être dans ce truc-là. Et moi, du coup, c'est quelque chose qui me passionne parce que j'adore la psychologie et la vente, c'est de la psychologie pure et dure. Complètement. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup en parler et que j'ai un peu envie de démystifier ce truc de commercial. C'est pas le mec qui t'appelle pour vendre des CPF, tu vois. Ouais. Commercial, c'est t'envoies tous les jours, on est tous influencés, on achète tous les jours des choses parce qu'on a des besoins, on est humain. Et faut que les gens comprennent comment est-ce que ça gère, faut comprendre un peu, tu vois, le métier, le besoin. Et comment répondre aussi pour essayer de faire en sorte justement que les commerciaux soient mieux vus et donner aussi peut-être envie aux autres de faire ce métier parce que c'est un métier qui paye bien quand même. On va y venir. T'inquiète pas, on va y venir. Ok, et tu as toujours eu justement cette personnalité. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui s'est développé avec le temps, tu vois, à force justement de tous les petits jobs que tu as fait, donc tu t'es de plus en plus ouverte et ça a été de plus en plus facile pour toi d'aller vers les autres et puis de pitcher, et puis ou est-ce que c'est quelque chose qui faisait déjà partie de ta personnalité? J'ai toujours été plutôt extravertie qu'introvertie. Ok. En vieillissant, c'est un grand mot, mais je deviens de plus en plus introvertie. Okay. Mais j'ai toujours été très extravertie. Je dirais pas me donner un peu un spectacle, mais j'ai jamais eu de mal à aller vers les autres, à tenter, à tester. Ma mère, elle me disait toujours tu négocies tout, t'es insupportable. ma prof de négo m'a dit un jour mais toi tu seras commercial et je te vois pas dans un autre truc. Donc je pense que j'avais ce truc un peu inné. Mais qui fait qu'en vieillissant, on se rend compte que, en fait, c'est pas si mal, tu vois, d'avoir ça, mais qu'il faut aussi savoir un peu se tempérer. Donc, tu vois, des personnalités introverties que j'ai pu rencontrer dans mon parcours et avec qui je peux bosser, bah, je me rends compte qu'en fait, elles m'apportent beaucoup plus et m'aident à devenir meilleure sales que le fait d'être extravertie, tu vois. Donc, je suis pas sûre que ce soit tant un cadeau que ça, d'être extravertie pour des métiers de sales. Ça dépend de ce que tu vends, mais c'est pas tant un cadeau, je pense. Ce que j'allais dire, ça dépend probablement de ce que tu vends. Alors, justement, commercial, c'est très large. Il y a énormément de services, il y a énormément de produits. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire sur quoi tu te spécialises chez HubSpot, d'abord, et ensuite, quelles compétences, puis du coup, expérience, bon, on en a parlé un petit peu avant, mais ont été particulièrement utiles dans ton rôle et te sont utiles, en tout cas encore aujourd'hui, dans ton métier. Alors, en termes de qualité et enfin de ce que je vends déjà chez HubSpot, moi, je vends toute la plateforme. Okay. Donc, marketing, sales, service. Et je vends principalement à ce qu'on appelle des C-level, donc des exécutifs, des personnes qui sont décisionnaires. Donc, des directeurs marketing, commerciaux, des CEO, des CFO aussi qui viennent souvent discuter argent. Okay. Donc, j'ai vraiment toute la partie C-level. Et en fait, tu as vraiment des qualités qui vont être différentes. C'est qu'en fait, quand tu vends comme ça un produit qui est ultra complexe comme HubSpot, la problématique quand tu vends du SaaS et des outils technologiques de manière générale, c'est qu'en fait, ton client ne voit pas la valeur de ton produit au moment où il l'achète. Tu vois ? Et du coup, il verra les résultats de ce que tu lui as vendu 1 mois, 3 mois, 6 mois plus tard, tu vois. Et donc, tu as vraiment tout ce travail d'éducation, de montrer que tu es le bon outil. Enfin, il y a une concurrence de dingue aussi dans les CRM de manière générale. Et tu dois avoir en plus cette double casquette, c'est que tu dois être capable en fait de capter très très vite ton environnement, de comprendre très très vite ce que ton interlocuteur en fait veut et souhaite, parce que tu vas pas avoir les mêmes besoins. Un directeur marketing va pas avoir les mêmes besoins qu'un directeur commercial, qu'un CEO. Il va pas du tout avoir la même vision. Et donc toi, tu dois vraiment avoir ce rôle de je vais être capable de faire des liens entre vos besoins, peut-être explorer des pistes que vous n'avez pas explorées, avoir vraiment une overview et tu vas prendre beaucoup de hauteur sur en fait c'est quoi votre business model, c'est quoi vos enjeux, parce que moi je vends à toute industrie, tout secteur confondu, et donc tu dois très vite capter qu'en fait lui il va pas vendre de la même manière que vendre de l'énergie, que vendre de la tech, que tu vois, que vendre du conseil. En fait t'as vraiment cet aspect-là de compréhension de secteur qui te donne une réelle expertise sur toi, et je pense que tu vois aujourd'hui ça m'aide parce que dès que je rencontre quelqu'un et qu'il me parle de sa boîte, je comprends tout de suite en fait son écosystème, je comprends tout de suite qui sont ses clients, ce qu'il fait, quelle est sa stratégie d'acquisition, quelle est sa stratégie de conversion et de rétention. Et donc tu vois, je pense que c'est un peu j'aime bien utiliser le mot cheat code, mais c'est vrai, tu vois, quand tu bosses dans une boîte sur des produits complexes et que tu vends à des C-level, t'as un peu un cheat code pour monter ta boîte derrière, quoi. Parce que t'as vraiment cette vision globale, quoi. Tu sais créer une strat market, tu sais créer une strat
de sales et tu sais gérer une boîte avec d'un point de vue un peu plus CEO, tu vois. Et Je te dirais pas que c'est la gérer, mais au moins tu le comprends. Et c'est quelque chose que toi, tu as envie de faire plus tard? Ouais, je pense que j'ai toujours eu cette flamme entrepreneuriale et c'est aussi pour ça que j'ai créé ma chaîne. C'est que, en fait, j'ai envie de partager, j'ai envie d'avoir de l'impact. Et c'est vrai que quand tu bosses dans une entreprise et une aussi grande entreprise qu'HubSpot, ça t'apporte beaucoup de choses d'un point de vue process, stabilité. Enfin, c'est incroyable. Mais forcément, t'es un peu un numéro, tu vois, parce que on est 8000, donc t'as moins cette faculté peut-être d'entreprendre en interne, Oui. du coup, quand t'es sur des postes plus commerciaux, je dirais. Et donc, si t'as cette soif, tu vois, de transmettre... Moi, j'ai créé aussi ma chaîne parce que j'avais envie de dire aux jeunes, les gars, c'est possible de s'en sortir, tu vois. Moi, je suis boursière échelon 7. Enfin, j'étais boursière échelon 7, donc le plus haut échelon de la bourse. Et tu vois, j'en ai pas honte du tout parce que je pense qu'en fait, si tu te donnes les moyens et si tu te sacrifies, ah ouais, je me suis grave sacrifiée, tu vois. Mais au final, je suis trop contente de la personne que je suis aujourd'hui et de ce que j'ai pu apprendre, qui m'a donné peut-être une avance par rapport aux autres. Donc, je pense que ce besoin de transmettre, cette envie de transmettre, c'est un peu ce qui me pousserait plus dans l'entrepreneuriat que vraiment ce truc de j'ai envie juste d'être une entrepreneuse, tu vois. Ouais. Non, mais c'est hyper important. Je trouve que ce que tu dis réellement, le fait d'avoir des modèles et des personnes qui disent que oui, c'est possible. Voilà, il y a une période où j'ai galéré, mais j'ai saisi les chances que j'avais. Voilà, j'ai fait avec ce que j'avais et puis j'ai bossé. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Et c'est hyper important de le dire et d'être vocal là-dessus, quoi. Et tu vois, tu parlais du fait de... Tu t'adresses aux jeunes et aux moins jeunes, mais il y a ce truc sur TikTok où, après mon algorithme est peut-être fait comme ça, mais je vois énormément de personnes qui disent, voilà, ça fait... j'ai terminé mon alternance, j'ai terminé mes études, ça fait 1 an que je suis en train de rechercher du boulot, j'en trouve pas, je sais pas comment faire, etc. Je galère. Enfin, tu vois, et montrer que c'est possible. Alors, évidemment, on n'a pas tous les mêmes parcours, mais juste le fait de se dire, ok, j'ai vu telle personne, elle est passée par ça, elle a eu ça et ça comme galère, et aujourd'hui, elle a ce poste-là et ça se passe très bien et elle est épanouie dans ce qu'elle fait. Tu vois, c'est mine de rien, je trouve que c'est hyper motivant. Donc, bravo déjà pour ça, quoi, pour ce que tu fais. Non, mais je suis ultra alignée avec toi. Et en fait, au-delà de ça, je pense que... En fait, moi, j'ai fait ce que 1% des gens faisaient, tu vois. C'est-à-dire que moi, pour chercher un taf, en fait, j'envoyais pas des CV sur LinkedIn ou quoi. En fait, je me déplaçais. Ouais. Moi, je toquais, j'allais voir les gens, tu vois. J'essayais de créer du contact. Et j'ai toujours eu ce mindset, cet état d'esprit de fais ce que les autres ne font pas, tu vois. Et quand j'ai créé ma chaîne, c'était aussi ça. C'était partage des choses que les autres ne partagent pas, en fait. La Gen Z, c'est une génération où, en fait, il y a un moment donné, moi, je dis toujours, il y a des choses sur lesquelles tu pourras jamais te battre. Donc, ça sert à rien d'aller en frontal. Contourne-le, tu vois. Tu pourras jamais faire comprendre à une Gen Z qui a grandi avec des smartphones, et je dis ça comme si j'étais très loin. En vrai, je suis entre la Gen Z et le millénial, genre vraiment à 1 an près. Mais plutôt mais je ressens quand même la différence, parce que j'ai une petite sœur aussi, donc je sens un peu la différence. En fait, mec, bien sûr que non, tu vas pas trouver un taf en envoyant un CV sur LinkedIn, parce que qu'est-ce qui va te différencier sur un papier de toi par rapport à une autre personne? Tout à fait. Donc fais ce que font 1% des gens, tu vois. Ce que font 1% des gens, c'est aussi prendre des risques. En fait, je sais pas, va dans une boîte, il y a 3 boîtes qui t'intéressent, mais vas-y, le lundi, il y a toujours des gens, le jeudi, il y a toujours des gens parce que c'est les after-work. Vas-y le jeudi, tu vois. Genre, va le jeudi, va dans un bureau, tu montes, tu dis bonjour, c'est moi, j'ai trop envie de bosser dans votre boîte, ça m'intéresse. Mais le mec, il va se rappeler de toi, il va savoir qui t'es, mais bien sûr que oui, il va te faire une proposition, au moins il va te recommander. Donc, tu peux toujours tirer quelque chose. Et surtout, si tu postules sur des postes de commerciaux, si tu n'as pas cette niaque directe quand tu cherches un job, tu ne te différencies pas des autres, en fait. Ouais. Vraiment pas. Et je pense que c'est vraiment important. Et c'est pour ça que je le partage. Je dis, faites des trucs que les gens font pas. Arrêtez de faire vos lettres de motivation avec ChatGPT. Arrêtez de personnaliser votre CV en mode Canva. Vous postulez pas pour des postes de designer, en fait. Donc, on s'en fiche que votre CV soit joli. Faites ressortir des éléments clés. Partagez des trucs qui sont ultra importants et vous allez y arriver, mais mettez-vous dans la tête que si vous voulez faire partie des 1% des gens, il faut faire ce que
99% des gens ne font pas, en fait. Complètement. T'as pas trop le choix, tu vois. Non, c'est important de le dire. C'est hyper important de le dire. Et, en tout cas, j'espère que si on a des personnes de la Gen Z qui nous écoutent, j'espère qu'ils entendront ce message. Non, mais on est forte. Et puis, je pense que, tu vois, même en tant que femme, je voyais beaucoup de représentations de vendeurs, mais c'était que des hommes. Ouais. Et je me disais, mais c'est dingue, tu vois, en tant que femme, on a des facultés humaines, je dirais, genre de superwoman, où, tu vois, on a beaucoup d'empathie, on a ce truc où on est vachement à l'écoute, tu vois, on creuse beaucoup, on a envie. Et en plus, malheureusement pour nous, on a beaucoup plus de syndrome de l'imposteur. Exactement. Et donc, ça veut dire qu'on travaille 3 fois plus que les hommes. Exactement. Parce qu'on a besoin de prouver, tu vois. Donc, je veux dire, embauche des filles, c'est genre vraiment, c'est incroyable, tu vas voir, c'est magique. Et c'est fou parce que la plupart des boîtes sales dans lesquelles j'ai travaillé, les filles, on était, mais on mettait vraiment une distance aux garçons, tu vois, une fois qu'on avait compris ça. Parce que, en fait, les gens oublient que vendre quelque chose à quelqu'un, c'est résoudre un problème. Résoudre un problème, ça veut dire et comprendre à quel point ça lui fait mal, ce problème. Si tu mets pas de l'empathie dans ton discours, si tu montres pas que tu es en train de parler à un être humain, bah en fait, tu passes juste pour un vendeur de tapis, quoi. Alors, j'en sais pas, les vendeurs de tapis, ils sont sûrement très bons, mais tu peux pas faire ça tout le temps, parce qu'en fait, même si ça marche sur du court terme, tu créeras pas des longues relations avec tes prospects. Et moi, je le vois dans la tech, tu vois, j'ai des clients que j'avais dans mon ancienne boîte, que j'ai maintenant dans ma nouvelle boîte, et qui me font confiance, tu vois. Qui me font confiance, et ça, c'est ultra important, je pense, à garder et à bien prendre en compte sur le métier. De créer du lien avec les personnes que tu prospectes et tes clients, et voilà, maintenir ce lien-là. Et enfin, pour le coup, je trouve que si déjà, en passant d'une boîte à une autre, alors je sais pas si c'est eux qui sont revenus vers toi ou si c'est toi qui as été les chercher ou peu importe, mais le fait qu'ils se soient dit, en fait, je lui fais suffisamment confiance pour que si elle me vend un nouveau produit, en fait, je sais que ça va faire l'affaire derrière. Enfin, c'est génial, c'est qu'effectivement, il y a cette relation de confiance. Et ça fait tout, quoi. Bah, ça fait totalement tout. Et tu vois, au-delà de vendre quelque chose, moi, je dis toujours, les commerciaux, on est un peu comme les entrepreneurs, on passe notre journée à résoudre les problèmes des autres. Et c'est vrai, tu vois. Et je pense que les gens qui sont très bons dans ce métier, c'est pas forcément des gens qui sont extravertis. C'est des gens qui ont un peu ce syndrome du sauveur, tu vois, si je fais un peu le lien avec la psychologie, et qui ont ce besoin d'aider constamment les autres et de dire « Non, mais t'inquiète, je vais trouver la solution à ton problème, explique-le-moi, je vais comprendre et trouver des explications un peu rationnelles là-dessus. » Mais c'est les meilleurs commerciaux, en fait, ces personnes-là, tu vois. Et je pense que je l'ai clairement, le syndrome du sauveur, mais c'est les meilleurs commerciaux parce que ils comprennent les gens, ils sont empathiques, ils essayent vraiment de les aider, tu vois. Moi, je disqualifie plus que je ne qualifie, en fait. Je ne vends pas plus que je vends, en réalité. Attention. Je peux pas vendre à tout le monde. Ouais. Attention quand même au syndrome du sauveur, entre guillemets, parce que ça peut jouer sur la santé mentale, mine de rien. Bien sûr, il faut apprendre à se détacher. Et c'est un vrai sujet et j'aime beaucoup que tu abordes ça. Ouais. Parce que tous les sales, on a des petits soucis de santé mentale, forcément, parce qu'en fait, on a du mal à faire la distinction entre nos objectifs ne nous définissent pas en tant que personne. En fait, comme tu vois, quand tu fais un métier qui n'est pas commercial, bah, tu vas faire une presse, tu vas bien la présenter, on va dire c'est super, tu as fait un travail qualitatif. Nous, en fait, on a beau faire un travail qualitatif, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. C'est les chiffres qui comptent. Et c'est que les chiffres qui comptent in fine, tu vois. Et puis, tu as des gens, moi, qui font il y en a qui font des chiffres de dingue. Et franchement, quand je vois des fois le travail qu'ils font, je me dis, je le ferais peut-être pas de cette manière, tu vois. Alors, peut-être que je ferais pas autant de chiffres, mais en tout cas, je le ferais pas de cette manière. Et des fois, il y en a qui vont faire peu de chiffres alors qu'ils font un travail de dingue. Et je pense que c'est un peu dur, du coup, de se dire, mais en fait, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas dans mon contrôle qui va déterminer ma valeur dans le monde du travail. Ouais. Et je pense qu'il faut vraiment se détacher de ça. C'est très dur. Et moi, j'incite beaucoup à tous les commerciaux d'en parler, de se faire suivre, pour vraiment prendre conscience que l'estime de toi, en fait, n'est pas liée à ton job, en fait. Et ça n'a rien à voir avec la confiance. L'estime de toi, c'est ce que tu es en tant que personne, ta valeur en tant que personne. Tu n'es pas ton job. Tu n'es pas ton job. Ton job fait partie de ta vie, mais tu n'es pas défini par ton travail. Et moi, j'ai toujours cette phrase que je me dis souvent quand j'ai eu des moments très difficiles, etc. Je me disais toujours, le jour où tu seras plus là à ton enterrement, est-ce que les gens vont dire « Ah, mais Shannon, c'était une commerciale incroyable ». Pas du tout, en fait. Les gens ne vont jamais dire ça de toi, tu vois. Les gens vont dire que t'étais une personne incroyable, que tu vois, t'as fait des trucs pour eux. Ils vont se rappeler des moments que t'as passés avec eux, des émotions que tu leur as fait ressentir. Mais ils ne vont pas se rappeler du fait que en 2024, t'as fait 130% de tes jobs. Ils en ont rien à faire.
Donc, à partir de ce moment-là, ça n'a pas d'importance. Et à chaque fois que j'ai un moment de down, je me redis ça. En vrai, c'est oublié, tu vois. Le mois d'après, c'est oublié. L'année d'après, c'est oublié. On s'en fout. Donc, au quotidien, du coup, ta technique, c'est vraiment de penser, tu vois, à la finalité. Ok. Alors, c'est ta technique phare pour faire en sorte de prendre de la distance, tu vois, dans les moments où t'es pas bien, ou t'as d'autres techniques qui te permettent de, justement, de dire, ok, moi, je suis moi en tant que personne et le travail que je fais et les objectifs que j'ai, oui, ne me définissent pas. Est-ce que t'as d'autres techniques? Je me dis ça, je me parle beaucoup à moi-même, je pense, ça m'aide. Je suis quelqu'un qui extériorise aussi beaucoup. Donc, j'ai pas trop de difficultés à aussi exprimer ce que je ressens et je pense que ça fait du bien. Ou tout simplement, parfois, moi, avec ma psy, j'ai travaillé ça, mais à accepter parfois, tu vois, l'émotion qui vient, la frustration qui est là, l'angoisse qui est là, le stress qui est là, et essayer de, tu vois, trouver un peu... Il y a une trend TikTok dopamine menu. Bah, moi, je me fais un peu ça, tu vois. Je trouve mon dopamine menu où je me dis, c'est quoi les trucs là maintenant qui vont me faire du bien? Bah, vas-y, descends, prends-toi un café, je sais pas, va marcher, ou vas-y, mets ton casque et va courir, ou tu vois, moi je fais beaucoup de pilates, va à ton cours de pilates, mais en fait, fais des trucs qui te font du bien, ça te permettra de te rappeler et de te donner un peu de dopamine sur une frustration. Je sais pas si c'est une bonne technique, mais je cache une émotion par une autre émotion, en gros. C'est j'accepte l'émotion, je l'extériorise, une fois qu'elle est extériorisée, je vais en chercher une autre qui est plus positive. Ok. Et ça, c'est un peu plus une technique, et après, en fait... Tu vois, quand t'es commercial dans des boîtes comme ça qui ont beaucoup, beaucoup de commerciaux, en fait, on se comprend tous, tu vois. On se comprend tous parce qu'on n'a jamais tous eu une période où tous les mois, c'était la folie, tu vois. Non, il y a forcément eu des mois hauts, des mois plus bas. Et donc, on s'encourage aussi beaucoup, tu vois. On est ultra, ultra bienveillants entre nous. Et on sait que dès que quelqu'un va pas bien, bah, on est vraiment en mode relax. Oublie pas que t'as fait ça avant. Tu es capable de faire. C'est juste que tu contrôles pas. Et au pire, c'est pas grave. Enfin, le mois prochain, tu rattraperas. Le trimestre prochain, l'année prochaine, t'es pas tes chiffres, en fait. Ouais. Donc, beaucoup de soutien de la part de la boîte, des collègues. Et... Non, ça, c'est top. C'est top. Alors, de la boîte, pas trop, mais des collègues. Des collègues et du précaré, voilà, proche, quoi. Du proche, en tout cas, de ceux qui sont là. Donc, ouais, je pense que c'est important. C'est accepter ses émotions, essayer de trouver des choses qui nous rendent heureux pour justement éviter de trop y penser et aller dans... Je déteste parler en franglais, à chaque fois tout le monde me fait ça, mais je overthink beaucoup, tu vois. Je surpense, je sais pas si ça se dit, mais je surpense. Et faire autre chose te permet aussi d'éviter de trop réfléchir et de tomber dans des cercles d'anxiété, tu vois. Ouais. Ok. Très bien. Bon, en tout cas, si ça fonctionne pour toi, c'est le plus important. Mais si t'en as à partager... Je t'en prie, c'est toujours intéressant. Honnêtement, c'est pas beaucoup plus différent. Hein. Dans les moments où je vais pas bien, je marche. Je marche beaucoup et j'essaie de dormir parce que le sommeil, ça aide énormément. Mais j'ai pas un sommeil qui est de très bonne qualité, donc voilà. Mais ouais, j'ai tendance à marcher, ça a tendance à me libérer l'esprit. Ouais, c'est pas mal. Bah, c'est ça, je pense, extérioriser physiquement, tu vois. Ouais. Enfin, c'est vraiment important. Tout à fait. Ok. Alors... On entend beaucoup de choses sur le métier de sales. Donc, tu as commencé à en parler un tout petit peu tout à l'heure. Donc, parfois positive, parfois négative. Et je sais que d'une boîte à l'autre, tu vois, le rôle de commercial, c'est très différent. Pour toi, ça se matérialise comment en termes de dynamique, en termes de contraintes, donc en termes d'avantages et en termes d'inconvénients? Bah, en fait, commercial, c'est ultra large. Et en fait, en fonction des entreprises, tu vas pas être exactement sur le même poste. En fait, tu vas avoir donc des BDR. Souvent, c'est des personnes qui vont faire que de la chasse, ou des SDR qui vont venir qualifier des leads. Donc, eux, ils sont vraiment sur des postes de début de vente. Donc, c'est je qualifie, je vois s'il y a un besoin, je vois si ça correspond à peu près à ce à quoi on peut répondre. Et ensuite, j'envoie la patate chaude où je fais une passe décisive, on dit chez nous, à un account exécutif qui, lui, va s'occuper de qualifier vraiment la demande et d'être à fond dans le cycle de vente jusqu'à la signature. Okay. Et une fois la signature faite, en général, c'est un CSM, donc un Customer Success Manager, qui prend le relais et qui va l'accompagner sur toute la partie relation client. Et après, tu as des account managers qui, eux, vont identifier des opportunités de vente additionnelle, donc upsell, cross-sell, à la fin du cycle. Okay. En fait, là, tu vois, tu as vraiment tout le cycle et tu as des rôles qui sont répartis. Et en fait, en fonction des boîtes, tu vas avoir des rôles qui sont un peu hybrides.
Donc, tu vas avoir des gens qui vont faire, tu vois, des inside sales ou des business développeurs. Ils vont faire à la fois de la prospection, à la fois de la négociation et à la fois du closing. Ok. Donc, tu vois, tu as vraiment toute cette panoplie de compétences à avoir. C'est aller chercher quelque chose, le valider, le signer, comme tu ferais en tant qu'entrepreneur. Tu vois, aller chercher tes propres clients, les valider, les signer et les suivre sur la prévente. Donc, tu vois, tu as vraiment ce mindset un peu d'entrepreneur de je vais chercher. Les account exécutives, maintenant, de plus en plus, sont quand même amenés à faire de la prospection. Parce que, on peut pas dire que non plus, on est dans une économie ultra florissante au point où les demandes entrantes fusent dans la tech. C'est pas le cas. Donc, si tu as envie de maintenir des standards, tu es obligé d'aller quand même prospecter un peu. Et moi, je prospecte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, HubSpot, c'est un peu particulier. Et je fais même, tu vois, de l'account manager. En fait, la différence, c'est que dans mon ancienne boîte, je gérais vraiment que le cycle. Je faisais un peu de prospection, mais pas tant que ça. Et je faisais pas du tout d'après-vente. Je sais pas, typiquement, je faisais vraiment juste négo closing. Par contre, j'enchaînais, je faisais 5 à 6 closes par jour. Ok. Donc, t'étais vraiment sur du transactionnel, de l'orga. En fait, en arrivant chez HubSpot, t'es sur des salaires plus importants, donc t'es vraiment sur des rôles 360. C'est-à-dire que moi, je dois construire mon territoire. Ok. Je vais pas juste prospecter une liste qui existe, je dois identifier des gens qui pourraient être intéressés par mon produit. D'accord. Donc, j'ai vraiment cette phase de création de mon territoire, ensuite de préparation, tu vois, de mapping, d'identification, de personnalisation, ensuite d'appel, donc de prospection, ensuite de négociation, ensuite de closing, et ensuite de, OK, est-ce que dans un an, il va avoir besoin de ça en plus, de ça en plus, donc je dois aussi gérer la prévente. Et en fait, le fait d'avoir tout ce rôle-là, ça, c'est super dur à gérer. C'est pour ça qu'HubSpot est une des entreprises les plus difficiles en termes de sales là-dessus, très exigeante, mais qui te donne qui est une école de vente incroyable et qui te donne des compétences de dingue. Et je pense que c'est pas le cas dans toutes les boîtes. Tu vois, dans les autres boîtes de la tech, il y en a, ils sont à eux, ils font pas du tout de prospection. Il y en a, ils font que de la prospection. Il y en a, ils font, tu vois, ils font que de la négo ou que du closing. Souvent, ils font négo-closing en même temps. Donc, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire et de l'apprentissage que tu veux avoir. En fait, tu viens ici, en gros, quand tu viens dans des boîtes où voilà, tu as vraiment un rôle 360, où tu fais tout le cycle, tu sors de là, tu es une machine de guerre. Enfin, tu sors de là, tu veux monter ta boîte, tu sais aller chercher des clients, identifier des prospects, closer, signer, fidéliser. Enfin, tu vois, tu as vraiment une big overview de tout le cycle. Et ça, je pense que c'est une force. Après, voilà, faut tenir. C'est un rythme qui est intense. Donc, c'est pas comme ça dans toutes les boîtes. Hein. C'est vraiment pas comme ça dans toutes les boîtes. Et il faut trouver aussi ce qui te plaît. Et tu vois, quand t'es premier sales, tu dois faire ça, en fait. Tu vois, si t'arrives dans une boîte, t'es le premier commercial, bah, tu vas avoir ce rôle hybride de tout faire. Donc, tu mises un peu. Tu mises un peu. C'est vraiment un jeu de poker, le sales, je trouve. Tu mises sur ton job. Parce que, faut dire les choses telles qu'elles sont. Tu restes jamais... C'est très rare que les commerciaux restent plus de 3 ans dans la même boîte. C'est un poste où il y a beaucoup, beaucoup de turnover. Non pas parce qu'on n'aime pas la boîte, mais parce qu'en fait, on peut se revendre plus cher derrière. Parce que, en fait, au bout d'un moment, c'est bon, tu connais ton produit, tu connais tes clients, tu as envie de te rechallenger. Parce que, en fait, tous les mois, tu te rechallenges. Donc, si à un moment, tu es dans ta zone de confort, c'est bien, tu vois, il y en a plein qui aiment ça. Mais les sales, en général, ils n'ont pas trop cette mentalité de j'aime rester dans ma zone de confort. Et donc, c'est vrai que tu as un turnover qui est quand même important, mais qui est positif, je pense, parce que du coup, ça donne la chance un peu à tout le monde de tester plein de trucs. Oui, et puis de toute façon, comme tu disais, rester dans sa zone de confort trop longtemps, c'est pas bon parce que quand tu ne progresses pas, tu régresses. Donc, ouais. Tu stagnes. Tu vois, même si tu régresses pas, tu stagnes. Bah, tu régresses dans le sens où, étant donné que le monde continue d'avancer, en fait, tu sais, c'est quand même, pour le coup, là, je parle vraiment du côté tech, on est sur un domaine où les choses vont très très vite, où il faut rester à l'affût et où il faut se renseigner systématiquement. Donc en fait, si tu ne progresses pas, tu vas te faire dépasser malgré toi. Et tu vois, c'est en ce sens-là où je dis que bah, tu finis par régresser. Ouais, je suis assez d'accord. Okay. Je suis assez d'accord. Donc du coup, de ce que je retiens de ce que tu me dis, si tu fais une comparaison entre les postes de sales que tu as eu avant et ton poste actuel, tu es vraiment sur quelque chose où tu fais tout de bout en bout. C'est formateur. Le pendant de ça, c'est qu'il y a quand même beaucoup de travail. Les horaires peuvent être très longues. Mais de l'autre côté, voilà, c'est qu'il y a la rémunération qui va avec et surtout, il y a l'apprentissage qui est continu et qui continue à nourrir, en fait. Après, en termes d'horaires, on n'est pas forcément, tu vois, sur des horaires... Enfin, je sais que j'ai beaucoup la question de est-ce que je fais tech ou est-ce que je fais de la finance parce que tu vois, tu es sur des salaires en général en tech qui sont
sont assez importants. Donc, souvent, les gens se posent la question, est-ce que je fais de la tech, est-ce que je fais de la finance? Et j'ai pas envie de faire de la finance parce que je vais avoir des gros horaires, etc. Déjà, la finance, ça englobe plein de choses, donc ça dépend où tu bosses. Dans la tech, tu as moins ce truc de, tu vois, je vais faire 80 heures par semaine ou 100 heures par semaine. T'as pas trop ça. Mais en fait, tu vas être sur des journées qui sont ultra intensives. Okay. C'est-à-dire que ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie pour toi parce que tu vas te prendre des portes, genre pendant 1 heure, personne n'a envie de faire ça, tu vois. Et donc, c'est très énergivore. Et après, t'enchaînes avec un meeting interne où tu parles vraiment stratégie de vente, tu vois, technique de vente, méthodologie américaine, française. Mm-hmm. Et après, t'enchaînes avec des rendez-vous clients, avec des C-level qui t'expliquent un peu toute la strate de leur boîte. Sauf que toi, tu connais rien à leur secteur d'activité, donc t'as un besoin de concentration qui est énorme, tu vois. Ouais. Et donc, t'as une vraie faculté quand t'es sur ces postes-là, c'est pas tant en termes d'horaire, c'est que t'es obligé d'être un mastodonte de l'organisation, sinon tu te plantes. Okay. Sinon, tu tiens pas, en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'imagine qui est plus aisé donc avec le temps qui passe, avec l'expérience. Mais est-ce qu'il faut déjà être soi-même quelqu'un de très organisé dans sa vie ou pas spécialement et t'apprends un petit peu sur le tas parce que t'as pas le choix? C'est un peu des deux, je pense. Ouais. C'est un peu des deux. Après, ça dépend, tu vois, de l'exigence que tu te mets. Si t'es quelqu'un de très exigeant, en général, tu vas te forcer à être organisé sur certaines choses dans ta vie de manière générale et dans ton travail. Donc, tu t'obliges un peu à être ultra organisé. Je sais que personnellement, tu vois, moi, j'ai fait des trainings internes au sein d'HubSpot sur l'organisation parce que c'est quelque chose que je maîtrise plutôt bien. Où, en fait, je fonctionne vachement avec comment tu gères tes pics de productivité, comment est-ce qu'on va venir gérer ton organisation, comment est-ce qu'on va venir faire optimiser toutes les frictions que tu peux avoir dans ta journée pour faire en sorte que quand tu arrives le matin, tu es ultra productif. En fait, j'ai fait ce travail, tu vois, pendant 1 an sur moi-même. Mm-hmm. Je me suis rendu compte que j'avais développé une organisation qui me permettait d'être assez performante de manière lissée. Mm-hmm. Du coup, je l'ai partagée. Et tu vois, il y en a plein qui m'ont dit, mais j'ai jamais pensé à m'organiser de telle manière, tu vois. Okay. Mais en fait, parce que je suis dans ma vie de tous les jours constamment dans l'optimisation de tout ce qui crée des frictions chez moi. Donc, il y a quelque chose qui me fait perdre du temps. Ok, ça va me faire perdre du temps une fois. Par contre, demain, je vais passer 2 heures s'il faut à comprendre comment ce truc-là va plus jamais me faire perdre du temps de ma vie. Ok. Et je pense que et du coup, tu es en apprentissage un peu continu de toi tout le temps. Et je pense qu'une fois que tu as débloqué ce truc de comment je fais pour optimiser ma vie de manière générale, mon travail, tout, je suis dans l'optimisation au plus haut possible. Et ben en fait, tu te rends compte que c'est pas si compliqué de s'organiser. Ouais. Parce que tu te connais, tu vois. Tu sais que le matin, tu es ultra productif, mais les tâches qui te saoulent le plus le matin. Parce que tu es dans un élan de « je suis prêt à le faire ». Et si l'après-midi, tu vois, tu sais que t'es pas productif, mais les tâches qui te font kiffer. Parce que ça va pas te saouler de le faire, tu vois. Donc, il faut un peu aussi aller à l'inverse de son cerveau parfois pour bien s'organiser. Et ça marche personnellement chez moi. Je sais que ça a marché chez des collègues à qui j'ai partagé ça. Après, c'est aussi une volonté, tu vois. Si t'as pas la volonté de changer ou pas la volonté de sortir un peu de ton truc habituel, de ta zone de confort, on pourra te donner toutes les techniques du monde, ça marchera pas. Ça, c'est clair. Et t'as pas des moments où bon tu te laisses un peu aller, tu lâches le truc, tu te dis bon c'est pas très grave, on verra ça plus tard, ça t'arrive ou pas? Beaucoup, je procrastine beaucoup. Je suis ultra organisée, mais sur les choses qui sont ultra importantes, tu vois. Ouais. Mais sinon dans ma vie de tous les jours, enfin tu vois, moi je rentre le soir, je pose mon jean, je me mets sur le canapé, j'ai la flemme, mon jean je le rangerai demain, tu vois. C'est pas, okay. Mais c'est pas grave, ça enfreint pas ma productivité, tu vois. Mais c'est juste des fois apprendre aussi un peu à lâcher prise et se dire c'est ok. J'ai pas envie, je veux pas le faire. Par contre, à des moments où je sais qu'il y a certaines limites que je dépasserai jamais. Tu vois, c'est un peu comme le sport. Moi, je fais beaucoup de sport et je me dis, tu vois, je sais que je mange régulièrement bien. Je sais que si j'ai envie de me faire un cookie ou un burger, je le fais. Je sais que si j'ai pas envie d'aller au sport 2 jours de suite, je le fais parce que j'ai la flemme. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça se passera pendant 1 semaine. La semaine d'après, je peux t'assurer que mon corps lui-même va me dire, alors t'arrêtes ça tout de suite. Tu reprends les légumes et les fruits là parce que tu te fiches de moi. Et donc, en fait, à force de fonctionner comme ça, d'avoir une certaine discipline, tu te culpabilises plus quand tu te lâches. Et surtout, ton corps réclame ça, en fait. C'est un peu un cercle vertueux. Mais ça fonctionne pareil dans le travail, tu vois. C'est le pouvoir des habitudes. Exactement. Pouvoir des habitudes. Ok, très bien. Alors, parlons un petit peu marché de la tech. En ce moment, en tout cas pour l'année 2024, on a un certain ralentissement
qu'on se rend compte que des clients qui sont un petit peu plus frileux, ils ont peut-être moins d'argent à dépenser sur certaines choses, que ce soit en recrutement, que ce soit en outils, etc. Selon toi, d'où est-ce que ce ralentissement provient, en tout cas de ton point de vue et par rapport à ton métier, et quelles seraient les branches ou les tranches dans lesquelles on aurait pas mal de croissance et il y a plus d'opportunités? Alors en fait, tu vois, quand tu regardes un peu le secteur de la tech de manière générale, pendant le Covid, il y a quand même eu une énorme explosion. Oui. Tu vois, sur le secteur de la tech. En fait, c'est tout simplement parce que les gens avaient plein d'argent et du coup, les VC ont blindé les investissements sur les startups. Et en fait, elles les ont tellement gavés. Attends, pause. VC Venture Capital, donc. Oui, Venture Capital, pardon. Précise pour les personnes qui ne sont pas. On le précise. Donc les Venture Capital, enfin les investisseurs de manière générale. Les fonds d'investissement ont gavé en fait toutes les boîtes et investissaient sur tout. C'est-à-dire qu'il y avait une notion de risque qui était tellement faible qu'ils investissaient de dingue. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que du coup, les startups avaient de l'argent à foison, ne savaient tellement plus quoi en faire que elles recrutaient à gogo, elles investissaient dans des outils. C'était toujours de l'optimisation parce que en fait, ce que cherchaient les fonds d'investissement à ce moment-là, c'était de la croissance à tout prix. C'est-à-dire que même si mon coût d'acquisition client est en dessous de ma rentabilité, c'est pas très grave en fait. Même si mon client me coûte plus cher à acquérir que ce qu'il va me rapporter, c'est pas grave. Parce qu'en fait, je veux de la croissance et on visera la rentabilité plus tard, on verra. Ce sera un problème pour un autre jour, entre guillemets, je dis ça. Et en fait, t'as beaucoup de boîtes du coup qui sont toujours pas rentables. Et en fait, après le Covid, donc avec la crise, t'as eu un switch où en fait, les gens, ça y est, ils avaient investi, il y a plus d'argent, tu vois, l'argent n'est pas infini. Et donc là, c'est bon, maintenant on a investi, tu as fait ta croissance, tu t'es éclaté pendant 2 ans et demi. Maintenant, elle est où la rentabilité, quoi? Exact. Sauf qu'en fait, vous pouvez pas donner autant d'argent à des mecs qui sortent limite d'école et qui lancent un concept sur une idée écrit après avoir bu 3 bières et leur demander de gérer une boîte et d'être rentable. Enfin, ça crée forcément un crash là-dedans, tu vois. Si on n'éduque pas les gens à gérer de l'argent, faut pas s'étonner qu'ils savent pas le faire. Et je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qu'on n'a pas aidées parce qu'on a gavé d'argent et qui du coup se sont crashées parce que la rentabilité, au bout d'un moment, tu la trouves pas. Et en fait, comme ça a été le cas pour beaucoup d'entreprises, tout le monde s'est posé la question de OK, on regarde, on fait un step back, tu vois, on fait un pas en arrière, on regarde un peu et je pense que ça y est, la fête est terminée. On fait attention à nos dépenses et on évite d'acheter n'importe quoi. Et la problématique que tu as, tu vois, c'est qu'en fait, les commerciaux n'avaient pas trop de difficultés à vendre pendant le Covid. Moi, c'était pas mon cas parce que je vendais à des restaurateurs. Donc, le secteur qui n'était pas prêt à acheter. Tu vas à contre-courant, bon. J'aime bien aller à contre-courant en tant que sales. J'ai toujours dans les secteurs où c'est pas le moment d'aller, mais ça va. Donc, tu vois, c'était pas forcément le moment, mais je le vois aujourd'hui. En fait, les entreprises ont pris conscience que cette surexposition qu'on a eue aussi des outils tech où ça devenait vraiment, des fois, ça frôlait parfois, excuse-moi du terme, mais la débilité, quoi. T'avais des outils pour tout. T'avais des outils, c'était, j'ai monté une start-up. En fait, c'est un outil qui change automatiquement la couleur de ton Google. Non, mais allô, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça, tu vois? Est-ce que ça va faire tourner ma boîte? Est-ce que je vais avoir de la croissance? Et en fait, t'avais une vraie notion qu'on dit chez nous, moi, je le dis beaucoup à mes clients, c'est est-ce que vous recherchez un nice to have ou est-ce que vous recherchez un must have? Grosso modo, est-ce que vous cherchez un outil qui est sympa à avoir, tu vois? Ou est-ce que vous cherchez un outil qui est ultra important? Et si je te fais une analogie dans la vie de tous les jours, est-ce que tu cherches un t-shirt rose parce qu'il est rose et qu'il est joli et que t'es sympa et que ça te va bien à ton teint? Ou est-ce que tu cherches réellement un t-shirt parce que t'as froid et que t'as pas de t-shirt, tu vois? Et qu'il faut que tu t'habilles parce que sinon tu vas crever de froid. Donc tu vois, t'as 2 aspects qui sont totalement différents et aujourd'hui t'es vraiment sur le must-have. Donc les entreprises ont vraiment changé d'état d'esprit et de manière de fonctionner en se disant maintenant, je vise la rentabilité, chaque coût va être analysé, chaque dépense va être mûrement réfléchie. Et donc, toutes les entreprises qui avaient du mal à gérer ça, du mal à gérer leur boîte ou qui avaient des outils qui n'étaient pas des must-have, forcément, ils sont tombés et les commerciaux ont eu du mal à relever la tête dessus parce que c'est fini. En fait, on t'inonde plus de leads entrants. T'as plus juste qu'à envoyer des devis. Tu dois vraiment bosser. En fait, là, ça y est, tu dois faire une vraie phase de découverte, comprendre la problématique, disqualifier quand c'est pas le moment, tu vois. Comme je t'ai dit, moi, je disqualifie plus que je ne qualifie. En réalité, je dis beaucoup à mes clients, en fait, là, de ce que vous me dites, vous êtes prêt à payer cette somme-là pour un besoin qui, en fait, j'ai l'impression qu'il vous fait pas si mal, tu vois. Et quand je leur pose la question, je leur dis, mais est-ce que ça vous fait vraiment mal? Est-ce que le fait de, je sais pas, que vos sales soient beaucoup moins productifs, est-ce que si on quantifie, on voit que vous perdez 3 heures par jour par vos commerciaux? Est-ce que réellement, c'est quelque chose qui a de l'impact pour vous au quotidien? Qu'est-ce qui se passe si on change pas? Et qu'ils me répondent, bon, si on change pas, on fera avec.
pourquoi vous dépenserez de l'argent dans ce cas? Oui. Tu vois? Et donc, tu rentres dans un truc où les gens vont de plus en plus chercher des choses qu'ils ont besoin parce que tu es inondé de pubs, parce que tu es inondé de plein de choses. En fait, je pense que c'est pas juste la tech, c'est un écosystème global maintenant de la surconsommation. Je pense qu'on en a un peu marre. Il y a eu vachement ce truc-là pendant le Covid. Et donc, les gens font quand même un peu plus attention à la manière dont ils consomment et aussi en entreprise, la manière dont ils achètent des choses pour s'assurer qu'il y a un ROI positif derrière. Donc, forcément, ça demande aussi aux entreprises de prendre un virage qui est différent sur la manière de communiquer, sur la manière de vendre, aux commerciaux de réfléchir différemment. Tu vois, tu peux plus vendre quelque chose à un mec qui n'en a pas besoin, en fait. Là, maintenant, il faut que tu qualifies vraiment et il faut que tu fasses ton travail. Et ça, c'est un switch qui est dur à prendre. Qui est dur à prendre quand t'es pas habitué. Du côté du point de vue des décideurs ou du point de vue des commerciaux ou des deux? Les deux. En fait, les deux, c'est, tu vois, les décideurs aussi, eux, ils ont un vrai challenge, c'est comprendre, en fait, la décision que je prends, elle peut réellement avoir un impact. Donc, faut que je sois sûre que quand je dis non à quelque chose, bah, c'est quelque chose qui va pas avoir un impact. Moi, je dis beaucoup à mes clients, mais on a le coût de l'inaction qui coûte très cher. Tout à fait. En fait, demain, vous voulez mettre en place un CRM, ça va vous apporter quelque chose, mais si vous ne le faites pas, vous perdez combien, tu vois? Combien d'argent vous perdez en ne le faisant pas? Parce que ce qui les intéresse, c'est combien d'argent ils vont gagner ou ils vont perdre. Hein. Clairement, c'est le sujet principal. Le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre. Et je les comprends, ils font du business. Mais c'est important aussi de comprendre et de mesurer aussi le coût de l'inaction pour toi, en tant que commercial, garder ton énergie sur des choses qui ont vraiment de la valeur et des prospects qui sont engagés et tu vas vraiment créer des relations long terme. Et tes prospects qui le comprennent pour éviter de prendre des décisions qui mettent à risque leur entreprise et s'assurer de vraiment mettre en place des actions qui fonctionnent. Ok. Et comment tu arrives à convaincre, du coup? Moi, je pars du principe que, entre guillemets, je ne convainc jamais, dans le sens où j'ai pas envie de te faire adopter quelque chose où t'es pas totalement aligné. Par contre, je vais peut-être te permettre d'ouvrir une discussion ou de t'ouvrir sur une vision que tu n'avais peut-être pas, ou, entre guillemets, de voir les choses de manière différente. Si tu les vois, c'est toi qui as décidé de les voir. C'est pas moi qui étais obligée à le faire. Tu vois? Donc, j'aime beaucoup cette image de aussi faire parler ton prospect et lui demander, en fait, c'est quoi les cailloux dans votre chaussure? Moi, j'utilise beaucoup d'analogies et je vulgarise beaucoup. Parce qu'en fait, parler avec des gens, c'est pas compliqué. Tu vois, moi, si demain, je te dis, c'est quoi les cailloux dans ta chaussure qui t'empêchent d'avancer? T'as besoin de réponse? Tu peux, t'es pas obligé. Mais en fait, déjà, tu vois, rien que ce silence, cet espace de parole, cette question qui est très ouverte, va te permettre, toi, d'avoir un espace libre pour t'exprimer. Et c'est une question que j'encourage beaucoup de sales à poser. Parce que ça va te permettre de toi-même identifier tes problématiques. Après, c'est à moi de te dire, ah, c'est marrant, tu vois, t'as parlé de ça. Est-ce que tu penses que ça a vraiment un impact? Est-ce que tu penses que si demain, on trouve une solution à ça, selon toi, qu'est-ce que ça peut t'apporter? En fait, c'est pas moi qui vais te convaincre de quelque chose. Tu vas t'auto-convaincre à travers mes questions. Donc, on ne convainc jamais, en fait. L'art et la manière d'être un bon commercial, c'est de savoir poser des bonnes questions. Oui. C'est surtout ça, en fait. Et c'est quelque chose que tu masterises avec le temps. Et tu vois, je pense que je reviens sur ce que tu disais au départ. C'est pas forcément nécessaire d'être extraverti pour être commercial, mais il y a aussi ce truc-là chez les introvertis qui ont tendance à être un peu en retrait et observer beaucoup les gens et comment ils se comportent et comment ils réagissent et autres. Et sur ce point-là, en tout cas en particulier, je pense que ça va énormément aider. Pouvoir rebondir, pouvoir dire, ok, compte tenu de ce que j'ai observé de toi, de ta personnalité, effectivement, peut-être que je vais orienter mes questions vis-à-vis de ça pour te faire parler un petit peu plus. Totalement. En fait, c'est exactement ça. Et tu vois, moi, je le dis beaucoup, je le dis sur ma chaîne et j'en parle beaucoup avec des collègues. Je dis, en fait, je pense que demain, tu recrutes des psys, c'est les meilleurs commerciaux. Ouais. Non, mais c'est vrai. Factuellement, c'est vrai. Parce qu'en fait, un psy, il va jamais te dire, tiens, ta solution, elle est là. Le psy, il va te faire parler, il va t'emmener vers une direction, il va te poser des questions qui vont te faire t'interroger pour résoudre ton problème. Et c'est pour ça que je dis toujours, on vend pas des choses, on résout des problèmes. Si la personne vient me voir et qu'elle a pas un problème, tu veux que je lui vende quoi? Enfin, je lui vends quoi? Parce que je vais pas résoudre son problème. Et en fait, quand bien même tu le fais, parce que on achète tous des trucs dont on n'a pas besoin, on est tous victimes un peu de l'influence, hélas, de la consommation. Mais quand bien même on le fait, tu vois, on achète des trucs. En fait, au final, on s'en rend compte au bout d'un moment que ça a été inutile de faire cet achat.
En fait, la personne qui nous l'a vendu, elle aura perdu notre confiance. Et on va pas y retourner. Et on va pas y retourner. Et si jamais on la recroise dans un autre moment, on va lui dire « Ouais, par contre, ce que tu m'as vendu, t'es bien sympa, mais ça m'a pas servi à grand-chose, tu vois. » Ouais, c'est clair. Donc, c'est important aussi de garder ça sur le long terme. Et c'est ce qui permet aussi aux commerciaux, je pense, d'accepter les changements qu'on a aujourd'hui d'un point de vue achat. Parce que le comportement d'achat aussi est différent. Il y a beaucoup d'articles sur LinkedIn qui en parlent, mais les acheteurs aujourd'hui, en fait, et on est tous comme ça, hein, toi et moi la première, je pense. En fait, on est une génération qui avons accès à l'information très facilement. Donc, dès qu'on veut acheter quelque chose qui a beaucoup d'importance, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se renseigner sur Internet. On va aller regarder 3-4 vidéos de personnes qui en parlent, mais on veut pas que les vidéos, elles soient sponsorisées, tu vois. On veut, en fait, un avis neutre. Objectif. On veut quelqu'un qui soit objectif et qui puisse nous dire « Ok, là, je pense que ça peut répondre » ou « Là, je pense que ça peut pas répondre ». Et après, une fois qu'on a besoin d'acheter, en fait, on va aller contacter une personne et on va dire « Ok, là, c'est bon, je suis prête à acheter. Comment est-ce qu'on fait ?» Mais en fait, tu as déjà fait tout ton travail en amont. Tu es déjà prêt à l'achat en réalité, tu vois. Et tu as un vrai funnel là-dessus, tu vois. Ce qu'on dit, c'est « bring awareness ». C'est faut créer de la conscience, en fait. Il faut qu'ils soient conscients, qu'ils sont prêts à résoudre leurs problèmes. Parce que des gens qui veulent acheter HubSpot, j'en ai tous les jours. Mais des gens qui sont prêts réellement à investir dans la solution et à se dire « je suis prêt à résoudre mon problème », en fait, t'en as très peu. Donc, c'est important d'avoir cette vision-là, je pense, et de prendre un peu de hauteur et de recul sur ce qu'on fait, et de se dire, en fait, si en tant que commercial, j'adopte une posture qui est un peu plus dans l'objectivité, plutôt que réellement penser qu'à moi et essayer de vendre à tout prix. Est-ce que ce serait pas plus lucratif pour moi sur le long terme ? Donc, il faut juste être transparent. Ok. Et du coup, quel conseil tu donnerais à aujourd'hui quelqu'un qui nous écoute et qui dit « Ah, ok, bon, ça, pourquoi pas, ça m'intéresse. Là, je suis convaincue par Shannon, j'ai envie de me lancer. » Quel conseil tu donnerais à cette personne-là ? Bah, déjà, je pense que la première question à se poser, c'est à qui j'ai envie de vendre ? Quel type de produit j'ai envie de vendre ? Est-ce que j'ai envie de vendre de l'outil ? Est-ce que j'ai envie de vendre du service ? Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de vendre concrètement ? Regardez aussi si des entreprises m'intéressent, faire une liste d'entreprises qui m'intéressent, c'est de comprendre pourquoi elles m'intéressent. Allez discuter sur LinkedIn avec des commerciaux, posez-leur des questions en fait. Posez-leur des questions, commencez déjà votre analyse et votre phase de découverte. En fait, si vous vous dites commercial, pourquoi pas ? Déjà, si vous dites pourquoi pas, c'est qu'il y a encore un doute. Donc, essayez de vous convaincre vous-même et faites comme si vous essayez de vous vendre le job à vous-même. Qu'est-ce que vous faites si vous essayez de vous vendre quelque chose à vous-même ? Vous allez chercher sur Internet, vous allez interroger des gens, vous allez prendre un maximum d'informations, vous allez faire le lien avec ce que vous voulez réellement. Et une fois que vous voulez, vous allez foncer. C'est exactement la même chose pour moi. Et une fois que vous avez fait ça, là, vous y allez à fond et vous dites « Ok, bah, j'ai ces 10 boîtes. Ces 10 boîtes, j'ai trop envie de bosser dedans. Parce que la promesse me plaît, parce que le secteur me plaît, parce que c'est exactement ce que j'ai envie de faire. J'ai discuté avec des commerciaux, ça a l'air top, etc. » Et bah là, ce que vous faites, c'est que vous allez envoyer un vocal au directeur commercial, au directeur marketing, au CEO, et vendez-vous, quoi. Mais vendez-vous pour eux. Quelle est la mission que vous allez remplir, tu vois ? Quelle est la problématique à laquelle vous allez répondre ? Bah, j'ai vu que dans vos commerciaux, par exemple, vous avez que des gens de 30 ans. Moi, je pense que ça peut être bien un peu d'avoir une nouvelle génération. Donc, moi, j'ai 23 ans. Alors, j'ai peut-être pas 30 ans, j'ai peut-être pas 25 ans d'expérience. Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai envie. J'ai envie et j'ai beaucoup plus de résilience. Donc, si vous êtes prêt à me faire confiance, moi, je suis capable de vous prouver que vous le regretterez pas. Et puis, de toute façon, vous avez 4 mois de période d'essai. Vous êtes chaud de le tenter ? Tu vois ? Ouais. En fait, c'est pas si compliqué de faire ça. C'est juste que tu serais surprise, mais personne ne le fait. Hier, j'étais sur un salon. Tu vois, j'ai posé la question, j'ai interrogé des gens, etc. J'en ai même fait une vidéo. Personne ne pose cette question. Personne ne fait ça. Ils ne reçoivent jamais de messages. Enfin, de ce type. Ils reçoivent des pavés, mais ils reçoivent pas de vocaux. Faites une petite vidéo. Tu as fait une vidéo avec ton iPhone. Salut, moi, c'est Shannon. J'ai envie de bosser dans telle boîte. Je suis ultra intéressée. Mais fais-le, en fait. Mais est-ce que tu penses pas qu'il y a une espèce de barrière, je pense, hein, parce que effectivement, quand tu l'expliques comme ça, tu dis ok, pourquoi pas, en fait, ça se fait complètement, mais tu peux dire que c'est un peu déplacé d'envoyer un audio, d'envoyer une vidéo, que ça peut être intrusif. Tu vois ce que je veux dire ? C'est juste faut avoir suffisamment confiance en soi pour se dire ok, ben en fait, je vais le faire parce que ce sera faire ce que les 1%, ce que les 99% des gens ne font pas, et puis ça va être un moyen de contournement pour pouvoir arriver à mes fins, mais c'est pas si évident, tu vois, en termes de confiance en soi. Ouais, je comprends totalement, mais la vraie question à se poser, c'est quoi le risque ? En fait, concrètement, tu risques quoi ? Au pire, la personne, elle se rappellera de toi comme celui qui a eu du culot et qui a osé, et tant que tu as été respectueux et que
tu vois, elle n'est pas obligée de te répondre. En fait, si elle te répond, c'est aussi un choix qu'elle fait elle-même et ça ne te concerne plus dans ce cas-là. Donc, en fait, au pire, tu risques quoi? Si toute ta vie, tu te dis, mais j'ai peur d'être intrusif, en fait, la réalité, c'est que tu n'as pas peur de faire l'action. C'est que tu as peur, c'est que l'estime que tu t'es donnée de toi-même n'est pas assez élevée et tu as peur du rejet, en fait. Donc, si tu as peur du rejet, déjà, le problème, il est réglé avec toi-même. Parce qu'en fait, peu importe ce que tu entreprendras dans ta vie, tu seras face à ça, tu seras face à cette peur du rejet. Quand tu trouveras un job et que tu voudras négocier ta promotion face à ton boss, bah, y a moyen qu'ils te disent non, en fait. Il y a moyen qu'ils trouvent que c'est intrusif de lui poser la question. Tu vois, et même avec tes enfants, dans ta vie de tous les jours, avec tes potes, quand tu demandes un service à un pote, bah, c'est ultra intrusif de faire ça. Pourquoi mais il est libre de te dire non et ça te dérange pas de le faire. Parce que t'as confiance aussi. Donc, il faut que tu te fasses un peu plus confiance, je pense. Fais-le à la manière avec laquelle t'es plus à l'aise. T'es pas à l'aise face caméra, fais plutôt un vocal. Mais tente-le, en fait. Tente-le parce que ça coûte rien et t'as vraiment zéro risque là-dessus. Et ça peut vraiment, vraiment, vraiment changer les choses. Ok. Bon. En tout cas, a priori, ça a fonctionné pour toi. Donc, voilà. C'est l'exemple parfait. Ok. Bon. On va switcher sur un sujet, donc le dernier sujet avant la fin de l'épisode. Les rémunérations. Les rémunérations, bah oui, ça, je pense que ça intéresse pas mal de monde parce que on entend encore une fois beaucoup de choses sur les sales, les commissions à gauche, à droite, etc. Ok. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment ça fonctionne? Alors, pas nécessairement chez HubSpot parce que peut-être qu'il y a des informations confidentielles, mais de manière générale et compte tenu toi de ton expérience. Comment ça fonctionne, quel niveau de salaire on peut atteindre avec et sans commission. Et voilà. Alors, commercial, c'est un peu comme les dirigeants d'entreprise ou les partenaires dans la finance. Tu as un fixe et tu as un bonus, nous, qu'on appelle un variable plutôt. Donc, en fait, quand tu signes ton contrat, tu signes avec un fixe et ton variable, il est conditionné au fait que tu fasses 100% de tes objectifs. Donc, on dit si tu fais 100% sur ton année, voilà le montant que tu es censé toucher à la fin de l'année. Mais dans 95% des boîtes de commerciaux, ils te disent, bah, en fait, si tu dépasses ça, tu vas toucher plus. Donc, l'avantage que tu as, c'est qu'en fait, tu n'as pas de limite au niveau de ton salaire. C'est pas, tu vois, faut pas que tu ailles voir ton boss à chaque fois pour négocier. Il suffit juste que tu vendes plus. Et si tu vends plus, bah, tu touches plus. Donc ça, c'est un vrai avantage d'un point de vue rémunération. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand j'ai démarré, et j'ai fait une vidéo là-dessus, moi, quand j'ai démarré, j'ai signé en sortie d'école à 28 de fixe. 28 de fixe, ça fait 1 600 € net par mois, après impôt. Voilà, c'est pas très loin du SMIC, quoi. Tu vis pas avec ça. Après, j'avais un variable qui était de 10 000 en plus, donc j'étais à 38 de package. Mais en fait, j'ai jamais touché cette somme-là parce que j'ai toujours fait en sorte d'aller chercher plus. Donc au final, ce que j'avais sur ma fiche de paye, c'était... Enfin, ce que j'avais signé sur mon contrat, c'était bien, mais ça changeait pas mon niveau de vie parce que j'arrivais toujours à vendre un peu plus. Donc, faut déjà avoir cette niaque de se dire, c'est pas grave si je signe un peu moins que ce que je pensais signer à la base, tu vois. C'est pas grave si, tu vois, toutes les écoles elles te promettent 35 000 ou 40 000 € quand tu sors d'école. C'est faux déjà, vous allez pas toucher ça en sortie d'école. C'est pas vrai. Faut être réaliste, c'est quand même très rare. C'est important de le dire, hein, parce que ça aussi, c'est pareil. J'ai l'impression que sur TikTok, c'est vachement, tu vois des salaires pas possibles. J'ai dit, mais attendez, en fait, dans la réalité, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Mais c'est pas comme ça du tout. C'est vraiment rien à voir. Ça n'existe pas. Enfin, c'est très très rare d'avoir ce type de salaire. C'est spécifique à certaines industries. Il faut vraiment bien se vendre. Enfin, voilà, c'est pas la généralité. Prenez pas ça pour une généralité. Par contre, ce qui est sûr, c'est que commercial, quand vous dépassez vos objectifs au bout d'un certain temps, en fait, vous avez des promotions qui sont très régulières et vous pouvez après renégocier parce que, en fait, une boîte, elle te paye en variable. Enfin, tu vois, si tous les mois, tu assures un certain revenu, elle va pas avoir de souci à augmenter ton fixe parce qu'elle sait que bah, si tu vas acheter un appart, ton fixe, c'est quand même ce que va demander la banque, ce que va regarder plus principalement si tu as moins de 3 ans d'ancienneté. Donc, elle est consciente aussi de ces choses-là et au pire, de toute façon, elle sait que si vous êtes très bon, vous n'allez pas avoir de difficulté à retrouver un job beaucoup mieux payé. Donc, c'est tout à son intérêt de vous garder. Donc ça, c'est aussi une facilité que tu as sur les rémunérations commerciales, c'est que même si tu démarres bas, ta croissance, elle est ultra rapide. T'es déplafonné, donc en fait, t'as pas de cap. Tu peux faire vraiment ce que tu veux. Et après, en fonction des boîtes, tu vas être plus ou moins payé. Chez HubSpot, tu as des salaires qui sont à 6 chiffres, mais par contre, tu vois, en package, hein, je parle en package, mais par contre, tu vois, tu fais le job de 3 personnes,
C'est beaucoup de pression. Si tu fais pas tes chiffres au bout d'un moment, bah en fait, disons que tu peux être viré parce que c'est inscrit dans ton contrat. Tu vois, t'as aussi signé un contrat de performance. Ok. Donc t'as un peu, tu vois, des risques des deux côtés. Donc c'est à toi de trouver ce qui te correspond le mieux. Et après, des fois, il y en a, tu vois, ils signent des très gros contrats et ils ont signé, je sais pas, à 50. Les mecs, ils signent un contrat à 1 million, ils prennent 10%. Enfin, ça peut être vraiment dingue, en fait, tu vois. Ok. Tu peux vraiment avoir des très gros salaires. Et moi, j'en connais qui sont multimillionnaires grâce, en étant salarié et en étant commercial, tu vois. C'est pas impossible. Par contre, c'est très rare, les places sont très chères. Et en fait, tu peux être millionnaire une année, tu vois, genre, t'as tapé 1 million. Avant impôt, en brut, en initial, mais tout ce qu'ils vont me prendre en commentaire. Un brut, à peu près. Il y en a qui ont eu plus, il y en a qui l'ont eu en net. Et l'année d'après, t'es à poil, quoi. Ouais. Tu vois, t'as aussi cette notion de risque et d'étalement de... ça dépend de toi, c'est aussi un facteur chance. Est-ce que ton client est prêt à signer? Est-ce que c'est le bon timing? Voilà, t'as plein de choses à prendre en compte dans ta rémunération. Ce qui est sûr, c'est que c'est le seul métier où tu n'as pas besoin d'aller chercher ton boss toutes les 5 minutes et de montrer tes efforts pour renégocier, quoi. T'arrives, tu sors un tableau, tu fais voilà les chiffres, voilà combien ça te coûte, voilà ce que je te rapporte, je veux tant d'augmentation, sinon je vais ailleurs. C'est pas... Faut pas le dire comme ça, ne le faites pas, s'il vous plaît, ne faites pas ça, c'est pas très bien. Ne faites pas ça, mais dans l'idée, c'est un peu ça. C'est en fait, factuellement, comme tu me juges sur des chiffres, bah, c'est très facile pour moi de me défendre, du coup. Tu vois, les chiffres ne mentent pas, les maths ne mentent pas. Donc, ça, je pense que c'est top. Après, ne faites pas ça juste pour l'argent. Parce qu'en fait, vous allez, oui, toucher de l'argent un peu, mais vous n'allez pas tenir sur le moyen terme. Et après, ça peut être très frustrant de réduire de niveau de vie. Parce que le seul métier qui vous permettra de gagner quasi autant, c'est soit sur des postes de dirigeants, donc de grosses boîtes, soit de créer votre boîte. Et au début, vous n'allez pas gagner autant. Donc, faut pas trop s'habituer. Faut aussi en être conscient que t'as quand même beaucoup à perdre. Et tu penses qu'il y a beaucoup de personnes, justement, qui décident de devenir sales uniquement pour l'argent? Oui. Okay. Ouais, carrément. Ah, mais il y en a beaucoup. Je sais pas si tu vois qui c'est Corporate Bro, mais en fait, c'est un ancien sales, donc dans la tech, qui fait des vidéos un peu humoristiques, qui est américain, et qui a fait une vidéo où il disait, en fait, sales, c'est tous ceux qui n'ont pas de grosses compétences, qui savaient pas quoi faire, généralistes qui savaient pas quoi faire, et qui voulaient juste avoir de la thune, donc ils ont fait sales, et qui étaient prêts à souffrir s'il fallait avoir de l'argent. Ouais. Et il fait un peu cette blague-là, et je suis pas totalement en désaccord avec lui. Parce que mine de rien, c'est vrai que tu retrouves souvent des profils qui, en fait, n'ont pas forcément de spécificité, de spécialisation. Ils sont sur des profils plutôt génériques, école de commerce ou bac+3, tu vois. Et qui se sont dit, bah, je parle bien, j'ai pas trop de mal à négocier, donc vas-y, go, va faire sales, quoi. Bon. Et puis après, il y en a peut-être qui ont découvert une réelle vocation, et puis il y en a d'autres, comme tu dis. Oui, et après, il y en a qui découvrent... une réelle vocation, mais je pense que c'est ok en fait. Je pense qu'il y en a très peu en réalité. Il faut être très transparent. Il y en a très peu qui font commercial toute leur vie. Ouais. T'as pas envie de faire commercial toute ta vie et tu vois, t'as aussi envie de te réorienter, de faire d'autres choses et c'est trop bien. C'est genre grave ok en fait. Je pense que dans sa vie, il faut pas se dire je vais faire ça toute ma vie, jamais de la vie. Mais testez plein de trucs quoi, faites plein de trucs. C'est plus vous avez un parcours qui est atypique, où vous avez fait plein de choses différentes, plus vous êtes riche en fait, mentalement. Culturellement, vous avez échangé avec plein de typologies de personnes différentes et ça vous servira dans toute votre vie. Donc, n'ayez pas peur de tester des choses. Il n'y a rien qui est ancré dans le marbre. Quand vous faites des études, si vous voulez switcher 1 an après, c'est tellement commun dans le monde du travail en réalité. Enfin, oui. Personne demande tes diplômes, tu vois. Enfin, moi, je crois que on me demande même pas mon école, tu vois. T'as fait quoi comme école? T'as fait quoi comme études? C'est quand même assez rare. Donc, faites ce qui vous plaît. Vous mettez pas trop de pression. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand vous faites un métier de commercial, vous ressortez avec des compétences qui sont indispensables dans votre vie de tous les jours et peu importe ce que vous entreprendrez après, vous aurez forcément des facilités que les autres n'ont pas. Ouais. Et puis, de toute façon, on a ce truc, je pense, en tant qu'être humain, au bout d'un moment, tu sais, c'est très cyclique, on a envie de changer. Ouais. Dans tous les cas. Il faut qu'on voit autre chose, qu'on découvre autre chose parce que sinon, on s'enferme et ça va pas du tout, quoi. Donc, je pense que c'est une belle finalité de dire ça au final, de cet échange. Testez des choses, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Allez-y, honnêtement, allez-y, ça ne peut que être pour le meilleur. Ou un apprentissage. Exactement, comme il dit Nelson Mandela, je ne perds jamais. J'apprends. Soit je gagne, soit j'apprends.
Ok. Alors, est-ce que c'est quoi tes objectifs et tes projections pour 2025? Est-ce que tu y as déjà pensé? Pas forcément professionnel, mais dans ta vie en général. Ouais, j'y ai déjà pensé. Il y a pas mal de choses qui vont sortir prochainement, que je garde encore un peu secret, sur lesquelles je suis encore en train de bosser. Mais j'essaye de continuer de partager ça, de vous donner des tips. Donc là, ma chaîne, je la réoriente un peu moins pure sales tech, mais plus apprenez à vendre. Comment est-ce que je peux vous donner des tips qui vont s'appliquer dans la vie de tous les jours? Parce que j'ai vraiment envie que tout le monde puisse apprendre à vendre, à se vendre. C'est une compétence qui est tellement indispensable. À connaître aussi les techniques et tu vois, c'est important. En vrai, je pense que ça peut servir dans la vie de tous les jours. Et également, je suis une femme, il n'y a pas assez de femmes, donc j'aimerais bien aussi avoir cette représentation un peu plus féminine qui me semble quand même indispensable. Et c'est pour ça que je suis ravie d'être dans ton podcast aussi. Là, je pense que c'est bien. Girl, girl. Vraiment. Non, mais c'est cool, tu vois, de voir des femmes qui entreprennent, qui testent des choses, qui n'ont pas peur aussi. Donc, j'ai aussi envie de partager ça avec des femmes. J'ai beaucoup de femmes qui m'écrivent et qui me disent « Ah, mais j'avais peur de ça ou je sais pas comment me vendre. Voilà, il faut qu'on sorte de ce syndrome de l'imposteur. On est super forte. On est totalement capable de le faire. Donc, c'est aussi quelque chose sur lequel je suis en train de travailler pour voir comment est-ce que je pourrais le retransmettre et comment est-ce que je pourrais le partager. Mais c'est un peu, voilà, mes ambitions prochaines. Très bien. Bah, écoute, moi, j'ai hâte de voir ça, en tout cas. Vraiment, j'ai hâte de voir ça. Est-ce que tu as une question pour moi avant que je donne tous tes réseaux où on peut te retrouver, tout ça? Est-ce que tu as une question pour moi? Ouais, moi j'aimerais savoir un peu, c'était quoi ton drive quand justement tu fais des TikTok aussi, j'ai vu, et puis t'as ce podcast-là, c'était quoi un peu ton drive? Alors, à l'origine, c'était un peu démocratiser, tu vois, les métiers de la qualité, parce que, tu vois, les gens ne connaissent pas, ils ne savent pas ce que c'est. Et j'ai trouvé que c'était dommage de ne pas avoir de canal de communication, un truc un peu plus fun, tu vois, que des trucs très normés, très grands groupes. Et puis en fait, petit à petit, de par les gens qui me contactent, qui sont extérieurs au monde de la qualité, et de par des professionnels du secteur qui me disent « Ah, mais c'est génial qu'on ait comme ça une espèce de plateforme où on peut parler de ce genre de sujet. » Si tu veux, c'est hyper motivant parce que tu dis que ce que tu fais, bah, ça sert à quelque chose, ouais. ça intéresse les gens, mine de rien, même si ça reste une niche. C'est hyper motivant, tu vois. Et ça a du sens. Ça a du sens. Et moi, ce que j'en tire personnellement, c'est de pouvoir échanger, tu vois, avec des personnes comme toi, avec d'autres personnes, tu vois. Je me serais dit, jamais de ma vie, j'aurais pu échanger avec certains professionnels de ce secteur-là si j'avais pas, tu vois, 10 ans d'expérience, parce que c'est des personnes qui sont très pointues. Et en fait, tu te rends compte que non. En définitive, c'est des personnes qui sont assez accessibles. Et tu vois, tu te nourris de tout ça, de leur expérience, de tout ce qu'ils te partagent. Et en l'espace de même pas 2 ans, j'ai appris tellement de choses. Mais tellement de choses. Et c'est ça qui continue à me nourrir et qui fait que, bah, tu vois, je suis là, je fais des podcasts, je publie des vidéos et voilà. Ok. J'ai vu que tu avais quelques livres derrière toi. Yes. Si tu avais un livre à recommander, ce serait lequel? Là-dedans ouais. Alors, écoute, enfin, là-dedans, ou même un livre que tu as recommandé. Écoute, bon, c'est peut-être un peu biaisé, mais tu vois, je l'ai fini il n'y a pas très longtemps. Sois jeune et tais-toi de Salomé Saké. Je ne connais pas. Eh ben, écoute, lis-le, il est vraiment très très bien. Ok. Sois jeune et tais-toi de Salomé Saké, où en gros, en fait, elle t'explique que elle te fait une analyse, quoi. De ce que vivent un petit peu les jeunes en ce moment par rapport à la génération de nos parents, qu'en fait le monde a complètement changé et que c'est tout à fait normal que la nouvelle génération ait des aspirations qui soient un petit peu différentes parce que ils n'ont pas d'autre choix que de s'adapter, donc ils ont forcément d'autres modèles, mais malheureusement on est dans un monde qui est encore régi par les générations X et encore celles d'avant, qui ne se sont pas rendus compte que le monde avait changé et qui n'arrêtent pas de leur dire « Mais en fait, vous les jeunes, vous n'y comprenez rien. Vous ne comprenez rien, vous n'avez pas envie de travailler. » Bref, tous les discours qu'on entend habituellement, quoi.
C'est très, très marrant que tu dises ça. Je t'enverrai un petit message après parce que ça fera le lien avec le projet que je suis en train de mettre en place, justement. Ok, bah écoute, lis-le, il est vraiment très bien, je te remettrai ça par écrit. Je ne manquerai pas du coup de le lire, justement. Okay. Il sera intéressant. Ça marche. Ok. Bon, Shannon, c'était un vrai plaisir de t'avoir dans le podcast. Merci beaucoup encore de m'avoir invité, d'avoir échangé avec toi. Franchement, c'est top. Continue vraiment ce que tu fais et j'ai vraiment apprécié cet échange. Moi aussi. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver? Que je mette ça dans les liens, mais... Alors, yes, vas-y. Alors, je suis sur toutes les plateformes. Sur Insta, TikTok, YouTube et LinkedIn. Alors, Insta et TikTok, c'est S for Sales, parce que je m'appelle Shannon, donc S for Sales, pour vendre. Et YouTube, c'est S for Sales YTB, parce que c'était déjà pris. Bon. Et LinkedIn, c'est Shannon Louise Boutaleb. Donc, vous pouvez me trouver. En général, si vous allez sur mon TikTok, il y a un Linktree et vous avez directement tous mes liens. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à regarder, à m'envoyer des messages si vous avez des questions, des suggestions. En général, je réponds à tous les messages. Très bien. Je mettrai ça dans les notes de l'épisode. En tout cas, écoute, merci beaucoup encore une fois. Merci à toi pour cet échange et puis passe une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Toi aussi. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, vous me feriez super plaisir en l'envoyant à 1, 2 ou 3 personnes intéressées par le sujet. Le bouche à oreille est la meilleure manière de faire connaître un podcast, surtout si le contenu vous apporte de la valeur. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner au podcast pour être au courant de la mise en ligne du dernier épisode. On se retrouve dans 15 jours et d'ici là, portez-vous bien.